Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. D'abord, les titres de ce journal. Regain de violence dans la région de Béni en RDC. 17 civils ont été tués lors d'une attaque, quelques heures seulement après le passage de Martin Fayoulou, candidat de l'opposition à la présidentielle. Au Zimbabwe, les fermiers blancs jugent insuffisante l'indemnisation offerte par le pouvoir après le retrait de leurs terres. Ici aux États-Unis, on n'a pas fini de parler du feuilleton sur l'enquête russe. Une enquête qui agace le président américain et qui continue de faire des victimes autour de lui. And there's no collusion. It was supposed to be on collusion. There's no collusion. Bonsoir. En République démocratique du Congo, 17 civils ont été tués dans 2 attaques attribuées aux rebelles ougandais ADF, les forces démocratiques alliées dans la région de Béni. Les autorités militaires dans la zone confirment l'attaque et affirment que les dispositions sont prises pour combattre les groupes armés actifs dans cette partie du pays. Les attaques attribuées aux ADF ont fait des centaines de morts parmi les civils depuis octobre 2014. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques réactions des témoins à propos de cette attaque. Ils sont arrivés dans le village et ont immédiatement commencé à tirer, à piller le magasin et à y mettre le feu. Pendant ce temps, ils ont demandé à ma tante, cachée sous le lit, de sortir. Ils nous ont menacés de nous brûler vives si nous ne sortions pas. Alors j'ai dit à ma tante, nous allons sortir, quitte à mourir. Jusqu'à ce matin, on parlait de 13 personnes exécutées hier. Et nous venons aussi de visiter le lieu qui a essuyé l'incursion. Là, nous avons vu le corps de 5 femmes et 2 blessés, dont un enfant d'1 année. Et puis le colonel, toujours en RDC, le colonel Jean de Dieu Mabweni de l'armée congolaise, soupçonné d'implication dans le meurtre en 2017 de 2 experts de l'ONU au Kasaï, dans le centre du pays, a été arrêté par le tribunal militaire qui juge cette affaire. C'est ce qu'a déclaré le parquet militaire de Kananga, donc dans cette région. On va rester en RDC. 3 mois après le début de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, donc, la fièvre hémorragique a suscité un débat au sein des communautés. Le sujet fait même l'objet de discussions parmi les politiciens locaux avant les élections du 23 décembre. À ce jour, pas moins de 420 cas d'Ebola ont été signalés. Anita Powell a accompagné des équipes de sensibilisation dans l'est du Congo. Je vous propose son reportage rendu ici par Morgane Guiriec. Pour Gloria Mwamini Kaino, infirmière, Ebola a été le combat de sa vie. Quand elle est rentrée chez elle, elle a essayé de convaincre ses voisins de prendre des précautions pour se protéger. Il y en a, les voisins disaient que la maladie n'existe pas. Nous cherchons de l'argent. Ils disaient que c'est la politique. Mais en me voyant, aujourd'hui, ils sont en train de croire que la maladie existe. Alors que la virulente fièvre hémorragique Ebola sévit dans cette zone instable du Congo, des rumeurs prétendent que le virus n'est pas réel. Pour certains, il s'agirait pour le gouvernement d'éliminer une population qui s'est toujours méfiée du régime de Kinshasa. L'engagement communautaire est affaibli du fait de l'insécurité. La confiance entre nous et la communauté est affaiblie du fait de l'insécurité. Tembos Yotama, figure politique locale, exhorte tous ceux qui écoutent à faire confiance au gouvernement dans sa gestion de l'épidémie. La maladie est arrivée à un mauvais moment, à période des élections. Des politiciens à mal de positionnement, ils sont sautés sur la question et commencé à politiser cette question.
Gloria, l'infirmière, est impatiente de reprendre le travail une fois ses 42 jours de convalescence terminés. Elle explique qu'une femme venue de la ville voisine de Beni, décédée dans une petite clinique, a infecté plusieurs de ses collègues. Elle se dit heureuse d'être en vie, preuve irréfutable que le virus Ebola peut être vaincu. Voilà le virus Ebola qui sévit dans la région de Beni, où 17 civils ont été tués. Et pour approfondir sur ce sujet, nous retrouvons au téléphone Nikez Kibel Beloka. Il est directeur de publication du journal Les Coulisses à Beni. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier cette dernière attaque qui intervient, on le disait, on l'a suivi quelques heures seulement après le passage de Martin Fayulu? Oui, effectivement, toute la joie était pratiquement anéantie après le passage de Martin Fayulu. La lecture que nous pouvons faire de cette attaque, c'est que c'est un message fort pour montrer qu'ils sont toujours les maîtres du terrain. Vous savez, le discours comme celui de dire on va déplacer les camps Kokolo pour les camps militaires Kokolo, la base logistique pour venir l'installer à Beni, a pour conséquence cette attaque-là pour montrer que les ADF sont les maîtres du terrain. Et donc, c'est un message fort, il n'y a pas d'autre chose, c'est pour dire qu'ils existent, que tout ce que nous faisons, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ne les ébranle pas. Alors, l'armée congolaise et la MONUSCO mènent pourtant une opération militaire conjointe contre les ADF depuis le mois de novembre. Pourquoi est-ce que les ADF continuent, vous le disiez tantôt, d'être maîtres du terrain? Oui, bon, les opérations, ce sont des opérations classiques. Et ils utilisent la guerre asymétrique, la guérilla. Comme le FRDC et la MONUSCO ne se sont pas adaptés au mode opérationnel de l'ennemi, l'ennemi frappe maintenant jusqu'au cœur de Beni. Donc il faut des troupes spéciales, il faut réadapter, réétudier la stratégie pour être en mesure de répondre à la stratégie de l'ennemi qui utilise la guerre asymétrique. Alors, en quelques mots, on parle aussi de l'arrestation du colonel Jean de Dieu Mabweni de l'armée congolaise. Qu'est-ce qui est dit à ce sujet là-bas? Dans la cour militaire opérationnelle siégeant en forêt Nakananga l'a entendu, mais il y a eu des contradictions dans ses propos, dans ses anciens propos, et il est revenu sur ses anciens propos, et notamment, selon ce que nous apprenons, il a eu à parler avec les deux victimes, les deux voilà. tués avant, et il a même communiqué leur numéro à celui qui devait le guider. Merci. Donc, comme vous savez, on est en plein procès, il faut encore attendre. On va donc attendre. Merci Nikez Kibel Beloka. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Les Coulisses à Beni. Au Burkina Faso, 2 policiers ont été tués lors d'une embuscade hier dans le nord-ouest du pays. Selon une source policière, des individus armés non identifiés ont attaqué une équipe de la police, tuant 2 éléments de la communauté de la commune de Kembara dans la province du Sourou. Ces éléments revenaient d'une mission de sécurisation du marché de Bangasogo. Non loin de là, une opération de ratissage a été lancée. L'attaque qui a eu lieu à Kouialé est le 4e affrontement en une semaine entre forces de l'ordre et djihadistes présumés. La Cour constitutionnelle zambienne a jugé ce vendredi que l'actuel président du pays, Edgar Lungu, pourrait briguer un nouveau mandat en 2001, écartant les arguments de l'opposition qui estimait qu'il aura alors déjà accompli 2 mandats. La loi fondamentale de Zambie stipule que le chef de l'État peut briguer 2 mandats de 5 ans. Or, Edgar Lungu a été élu une première fois en 2015 pour succéder à Michel Sata, décédé dans l'exercice de ses fonctions en 2014, 2 ans avant la fin normale de son mandat. Il a ensuite été réélu en 2016 au terme d'un scrutin très serré. Au Zimbabwe, un deal aux fermiers blancs. Le gouvernement prévoit en effet d'indemniser tous ceux dont les terres ont été saisies lors de la réforme agraire du début des années 2000. Mais pour les agriculteurs, les 53 millions de dollars proposés par le gouvernement
ne sont pas suffisants. Ils exigent en plus que leurs terres leur soient restituées. Les précisions dans ce reportage de Columbus Mavunga, le récit est de Irénée Herman Umbo. En 2008, le gouvernement du Zimbabwe a saisi la ferme familiale de Ben Frith au Mont-Carmel, dans le district de Chegutu au sud-ouest de Harare. La redistribution des terres entre les Zimbabwéens blancs et noirs faisait partie des efforts de l'État pour inverser l'injustice du colonialisme. Mais les expropriations brutales et le manque d'indemnisation ont entraîné des sanctions occidentales qui, associées à une mauvaise gestion de l'exploitation des terres, ont contribué à paralyser l'économie du Zimbabwe. C'est très triste de le voir dans sa forme actuelle. Mais une chose est sûre, quel que soit ce qui est enlevé de la structure principale, les fondations sont toujours là. L'Union des agriculteurs commerçants du Zimbabwe s'est félicitée de la décision prise cette année par le gouvernement d'indemniser près de 4000 agriculteurs, principalement blancs comme Frith, dont les terres ont été saisies. Mais elle juge insuffisants les 53 millions de dollars destinés aux fermiers expropriés. Nous avons reçu un chiffre des agriculteurs concernant la compensation requise. Du côté du gouvernement, nous sommes également en train de faire notre propre évaluation indépendante des améliorations apportées aux terres. Nous y sommes presque. Il est peu probable que le gouvernement du Zimbabwe restitue les terres aux agriculteurs blancs. Les autorités d'Harare estiment que l'indemnisation des agriculteurs sera perçue comme le respect de leurs droits, ce qui pourrait un jour conduire à la levée des sanctions occidentales. Actualité américaine, le président Donald Trump a annoncé ce vendredi la nomination de William Barr au poste de ministre de la Justice. William Barr, 68 ans, est un juriste républicain respecté qui a déjà occupé cette fonction au début des années 90 sous la présidence de George Bush. Père William Barr doit désormais être confirmé par un vote du Sénat conformément à la Constitution. Le président Trump a également nommé aujourd'hui Heather Nauer, porte-parole du département d'État et ancienne journaliste de la chaîne Fox News, ambassadrice des États-Unis à l'ONU en remplacement de l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui avait présenté sa démission début octobre à la surprise générale. Ici, aux États-Unis toujours, le feuilleton sur l'enquête russe poursuit son cours. Une enquête à laquelle le président Donald Trump attribue la responsabilité de ces récents faibles résultats de sondage. Sa dernière accusation contre la dite enquête intervient alors que les procureurs devraient révéler davantage d'informations sur deux personnalités impliquées dans l'enquête, l'ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, et son ancien avocat Michael Cohen. Jim Malone nous en dit plus, le récit est d'Arzuma Compaoré. Les procureurs devaient révéler vendredi plus de détails sur la façon dont un ancien responsable de la campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a menti aux enquêteurs en violation d'une négociation de peine. Des précisions devaient également être entendues sur l'implication de l'ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen. L'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller semble gagner du terrain, a déclaré l'analyste juridique Doug Spencer. Je pense que l'objectif final a toujours été de déterminer s'il existait un lien entre la campagne et les activités russes. Et ensuite, la deuxième question est de savoir si le président Trump, en tant qu'individu, a eu un quelconque type de connexion avec les Russes. Le président semble de plus en plus agacé par ces investigations qui empoisonnent son mandat. Il a ainsi accusé dans un tweet jeudi ce qu'il a appelé la fausse chasse aux sorcières dans l'affaire russe pour son faible taux d'approbation dans les sondages, maintenant de 43% en moyenne. De l'avis de certains analystes, l'enquête sur la Russie pourrait atteindre un point culminant au moment même où le président se prépare pour sa campagne de réélection. Mueller est un problème pour le président Trump et le président Trump le sait très bien. C'est pourquoi il crie tant. Ce n'est pas un bon développement pour le président Trump et nous en saurons plus dans les prochaines semaines. Plus tôt cette semaine, le procureur spécial Robert Mueller n'a recommandé aucune peine de prison pour Michael Flynn, éphémère conseiller à la sécurité nationale de Trump, évoquant son aide substantielle dans les investigations. La sentence contre le général à la retraite sera connue plus tard ce mois-ci. Il a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs au sujet de ses conversations avec l'ambassade de Russie à Washington. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Dakar a son musée des civilisations noires. Ce projet vieux de 50 ans a été inauguré par le président Macky Sall. Toujours en culture, nous irons à RCA à la découverte du groupe Énigmatique, un groupe qui aligne des distinctions et qui vient de sortir un nouveau titre. C'est mon stylo qui te l'écrit, LS, mon cœur te le dit. Cannes 2019, les postulants ont jusqu'au 14 décembre pour faire acte de candidature. L'Égypte a déjà rejeté toute idée d'accueillir la compétition. C'est vendredi et comme tous les vendredis, nous vous proposons la chronique Culture Hebdo, présentée aujourd'hui par Ekia Badou. Ekia, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir à tous. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors, on commence par la 3e édition des Sotigui Awards qui s'est tenue le samedi 1er décembre à Ouagadougou. Alors, Sotigui Award est un nom choisi pour rendre hommage au défunt acteur Sotigui Kouyaté. La prestigieuse cérémonie, qui correspond aux Césars français ou aux Oscars américains, distingue les meilleurs acteurs du cinéma africain et de la diaspora. Cette année, 36 acteurs comédiens nominés dans 13 catégories, dont le Sotigui d'or. Un clin d'œil à Rianata Zongo, meilleure interprétation féminine burkinabé pour son rôle dans le film La folie du millionnaire d'Omar Dagnon. Nakissi Savané, l'ivoirienne, elle remporte le Sotigui de la meilleure actrice d'Afrique de l'Ouest pour son rôle dans le film Frontières d'Apolline Traoré. Lupita Nyong'o succède à Marie-Philomène Ga pour le prix de la meilleure actrice de la diaspora. Alors, et cette semaine, vous nous amenez à RCA pour le portrait de la semaine. Alors oui, je vous amène en RCA pour le portrait de la semaine avec le groupe Énigmatique. Le groupe Énigmatique, c'est un groupe centrafricain composé de 5 personnes. Et ces 5 personnes ont créé ce groupe grâce au concours de Benjamin Belloum, qui voulait à tout prix aider les artistes de la diaspora tels que Macintosh, Loseba ou encore Ozagin. Ils se sont fait connaître grâce à la toile, bien sûr, et aussi ils ont été reconnus grâce à de nombreuses distinctions centrafricaines, parmi lesquelles les Tongolo Awards. Ils ont aussi fait partie du groupe Kanalingo, où ils puisaient dans toutes les ressources centrafricaines avec des influences rumba, montéguéné et d'autres rythmes folkloriques. Et le titre Tsunami en est l'illustre exemple. Regardons. Alors, dans ce groupe, parmi eux, il y a Desarus et Miranda qui vivent en France à Lyon. Ils sont très jeunes, entre 25 ans et 18 ans. Et depuis le 1er décembre, leur titre Yessim Billet est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le titre était à la base une improvisation au studio et leurs proches les ont incités à en faire un morceau. Et Yessim Billet, en sango, cela veut dire ce que je veux. Et ce que je veux maintenant, c'est que nous regardions un extrait. Raconte que des blablabla. Tes belles histoires, tu les racontes à toutes les nanas. Sorry, j'ai pas le time. Déjà, tu sais que t'es un aventurier. Maman t'invie. Faut plus que des belles paroles pour me charmer. Tu n'as pas idée. Surtout t'es tombé. Le groupe Énigmatique sera en concert demain soir au Pacha à Saint-Denis, en région parisienne. Et puis, ce que moi je veux maintenant, c'est chanter et danser, mais on va attendre la fin du journal. Et puis, il y a un rendez-vous qui n'est pas culturel, mais dont nous devons en parler ici. C'est
il sera offert aux téléspectateurs de notre émission culturelle Vous et Nous. C'est bien sûr la remise du prix Nobel de la paix aux médecins congolais de la RDC, Denis Mukwege, et à Yassidi Nadia Mourad, ex-esclave de djihadistes. Ils recevront lundi donc le prix Nobel de la paix qui leur avait été décerné par le comité du Nobel en octobre dernier. Roger Muntu sera sur place pour couvrir la cérémonie. Qui est à Oslo, on précise, en voilà. Norvège, c'est exact. Et nous aurons aussi la présence de Fally Ipupa qui viendra présenter son triple album Contrôle dans Vous et Nous. Et si vous avez besoin d'autres idées sorties pour ce week-end, je vous propose cet agenda de la semaine. Voilà, Culture Hebdo, Stop FM, merci Ekia et bon week-end. Toi aussi. Voilà. Alors, on va continuer et avec le sport. C'est vendredi, Yacouba Ouedraogo nous a préparé son dernier bulletin sportif de la semaine. Yacouba, on n'a pas fini de parler de la CAN 2019. Bonsoir. Bonsoir, amis sportifs, et bonsoir à vous également, John. John est la CAN 2019 qui a un pays déclaré. Bien sûr, pour accueillir la compétition, il s'agit du Congo, d'après Constant Omari, vice-président de la CAF, qui a aussi affirmé que le dossier Guinée pour 2023 n'existe pas. Et donc, une grosse polémique encore qui va s'en suivre sans doute. Mais déjà, sachez que la CAF a dévoilé le processus devant aboutir à la désignation du pays hôte de cette CAN 2019. L'instance africaine de football l'a fait à travers un communiqué sur son site Internet. Les pays désireux d'accueillir la grand-messe du football africain ont jusqu'au 14 décembre pour présenter leur dossier. À partir du 15 décembre 2018, bien sûr, la CAF va annoncer la liste des candidatures présélectionnées et des informations supplémentaires seront demandées aux candidats. S'en suivront des visites sur place pour compléter l'évaluation des dossiers de candidature. La date de l'annonce, bien sûr, du pays qui sera retenu n'a pas été précisée. L'Afrique du Sud et le Maroc sont toujours cités comme potentiels candidats. Et puis, parlons d'une autre CAN, sans aucun souci cette fois-ci. La CAN de football pour plage débute demain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et 8 sélections sont en lice. Les grands pays de la spécialité sont présents, à commencer par le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont logés dans la poule B avec le Nigeria, la Libye et la Tanzanie. Le groupe A abritera l'Égypte, le pays organisateur. La Côte d'Ivoire, Madagascar et le Maroc, quadruple champion d'Afrique. Eh bien, le Sénégal est à la conquête de son 5e sacre continental. Les hommes de Ngalassila joueront contre les Super Eagles en match d'ouverture de la poule B demain samedi. Les deux finalistes se qualifieront pour la Coupe du monde de foot de plage qui aura lieu au Paraguay en 2019. Et puis, les pays qualifiés pour le mondial féminin seront fixés sur leur sort demain. Le tirage au sort de la phase de groupe pour France 2019 se fera en banlieue parisienne. Mais déjà, la FIFA a dévoilé les différents chapeaux représentants du continent. L'Afrique du Sud et le Cameroun sont placés dans le pot 4, avec l'Argentine, le Chili et la Jamaïque dans le pot 1. On retrouve la France, les États-Unis tenants du titre, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada et l'Australie. La compétition aura lieu du 7 juin au 7 juillet 2019 en France pour la première fois. Et donc, on s'arrête ici pour les informations sportives du jour et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Yacouba et à lundi pour Sporama, je présume. Le président sénégalais Macky Sall a inauguré à Dakar le musée des civilisations noires. Une cérémonie d'ouverture a marqué hier l'aboutissement d'un projet vieux de 50 ans visant à célébrer les réalisations des civilisations noires depuis les débuts de l'humanité jusqu'à nos jours. On fait le point avec Blanche Sanou. Au plus du ruban symbolique, puis l'architecture de ce bâtiment monumental, construit sous la forme d'une case ronde traditionnelle, nous est dévoilée.
D'une superficie de 14 000 m², le nouveau musée peut accueillir 18 000 pièces allant de vestiges des premiers hominidés apparus en Afrique il y a plusieurs millions d'années selon les évolutionnistes aux créations artistiques actuelles. Un joyau réalisé après plus de 7 ans de travaux et dont le financement est estimé à plus de 30 millions d'euros. Le musée des civilisations noires rejoint en effet une dynamique au long cours, dynamique de confluence et de symphonie entre Africains et Afro-descendants, unis dans l'affirmation de leurs valeurs de culture et de civilisation. La cérémonie a été suivie par un spectacle mettant en vedette la musique et la danse traditionnelle, ainsi que des performances de rap et de slam. Les invités ont également entendu des hommages rendus à des géants de la civilisation noire, notamment le héros américain des droits civiques, Martin Luther King, et le révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara. Ce musée est une réponse aux aspirations des enfants d'Afrique à mieux connaître leur mémoire et à se faire mieux comprendre des autres cultures. C'est aussi un pas important vers la réalisation d'une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, un patrimoine, des valeurs et une éthique commune. L'inauguration du bâtiment a eu lieu quelques jours après l'annonce par la France du retour de 26 artefacts culturels au Bénin. Le Sénégal n'a pas tardé aussi à réclamer la restitution de quelques 10 000 œuvres d'art sénégalaises de la France. Aujourd'hui, l'ouverture du musée des civilisations noires et l'engouement des visiteurs donnent un coup de force à l'initiative de restitution d'œuvres d'art aux anciennes colonies françaises. Voilà, s'il vous arrive donc de passer par le Sénégal, n'hésitez pas à visiter ce musée. Pour ceux qui aiment les animaux et surtout si vous avez un chat, ceci vous concerne. L'université LT de Budapest nous apprend que les chats peuvent suivre et interpréter le regard humain. C'est ce que leurs recherches sur le comportement des chats ont conclu. Les chercheurs ont en effet testé 41 chats chez leurs propriétaires afin de déterminer s'ils pouvaient retrouver les mêmes caractéristiques que celles observées chez les chiens lorsqu'ils interagissent donc avec des humains. Les tests ont été réalisés avec l'utilisation de 2 bols, l'un avec de la nourriture et l'autre sans nourriture. Les chats devaient alors trouver de la nourriture en suivant le regard de l'homme, qu'il soit soutenu ou momentané. Les résultats ont montré que les chats suivaient très bien le regard humain, a déclaré le chercheur principal de cette recherche donc, car leur performance était au-dessus de ce à quoi on pouvait s'attendre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain était un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.